Je suis sortie de mon corps de Christelle Kahanin-Caillot. Chapitre 4. Le coma. Je ne vois plus le soleil. Je ne vois plus le champ. Je ne sais pas où je suis. Je me suis retrouvée attachée à ce lit. Des sangles vertes entravent mes poignets. Suis-je prisonnière ? Peut-être. Je ressens quelque chose qui me gêne dans la gorge, dans le nez. Je ne sais pas ce que c'est, mais cela m'incommode, voire m'insupporte complètement. Mais que se passe-t-il donc ? Cette douleur lancinante qui irradie chaque parcelle de mon corps. Les médecins, eux, savent expliquer cette douleur qui m'envahit. En effet, après les différents scanners et examens qu'ils ont pratiqués sur mon corps, on peut lire dans leur rapport « Traumatisme crânien grave, score de Glasgow à 6, coma d'emblée, œdème cérébral diffus, traumatisme thoracique avec contusion pulmonaire et double pneumothorax nécessitant un drainage thoracique et une ventilation assistée. Saignement digestif haut. Nombreuses fractures du bassin, dont branche ischio-pubienne. Traumatisme facial avec fracture des os propres du nez. Fracture des côtes. Encombrement bronchique hémorragique important. Épanchement liquidien du sinus maxillaire gauche. Mais enfin, personne ne peut me répondre. Pourquoi suis-je là ? Alors tout à coup, je les vois. Eux, ces hommes et ces femmes en blanc qui s'affairent autour de moi. Je me vois moi aussi. Je ne le comprends pas tout de suite, mais je pourrais le deviner. Mes yeux sont fermés et si l'on approche plus près de moi, on n'entend pas le souffle de ma respiration. En revanche, on voit cette multitude de tuyaux qui sondent mon pauvre petit corps tout disloqué. Je les appelle encore et encore, mais ils ne me répondent pas. Ils ne m'entendent pas. Je me rends compte que je suis en train de quitter mon corps lorsque j'aperçois le bout d'une corde. Je l'attrape. Vite. Car j'ai l'impression que si je la lâche, je n'aurai pas de seconde chance. À ce moment, un médecin entre dans cette chambre d'hôpital. Ma mère, qui le suit, lui demande une nouvelle fois. « Comment va-t-elle ? Elle pourra passer son bac ?» Maman est en état de choc. Elle ne prend pas la mesure de ce qui se passe. Elle occulte la vérité. Le médecin regarde mon père, répond évasivement à ma mère et leur désigne les machines à café au coin de la salle d'attente. Il leur bloque l'entrée de ma chambre. Puis, sous le regard interrogateur de mon père, il dit enfin « Je ne veux pas vous mentir. La machine la maintient en vie artificielle. Elle peut nous quitter d'une seconde à l'autre. » Ce médecin tiendra ce discours à mes parents pendant 1 mois. Puis il les laisse me voir quelques minutes. Papa a très mal. Maman se dit que je suis assommée et que je vais me réveiller. Le lendemain, Marie-Aurore, ma petite sœur, entre dans ma chambre. Au bout de quelques secondes, elle tombe dans les pommes. Ce qu'elle voit lui est insupportable. En fait, je suis toute gonflée par l'air que l'on fait entrer dans mon corps. Il y a du sang partout dans mes cheveux. Mon abdomen se soulève au rythme du ballonnement de la machine. Ce bruit insoutenable nous montre que la vie n'est retenue que par quelques fils électriques. Je cesse de les observer un instant pour regarder devant moi. Je ne comprends décidément pas ce qui se passe. Je suis dans un tunnel, clair, lumineux. Tout au bout, un brouillard. Mais un brouillard blanc, un brouillard de spiritualité, qui s'imprègne de nous dès que l'on s'en approche. Une sorte d'intelligence qui nous donne un rôle, une mission. Je comprendrai quelques mois plus tard que j'ai quelque chose à apprendre aux autres. La mort ne fait pas mal, au contraire. Un sentiment de bien-être naît dès qu'on s'en approche. Je ne vois personne, je n'entends pas de bruit. J'observe ce halo lumineux qui m'entoure. Mais où suis-je ? Comment est-ce possible ? Je me pince. Non, je ne rêve pas. Une sensation étrange s'empare de moi. Je n'ai pas peur, mais je panique. Je panique car je ne sais pas ce que je suis censée faire. Je ne reconnais pas ce lieu, vide de toute vie, mais empli d'une bonté spirituelle.
C'est très difficile d'expliquer ce brouillard magique avec des mots. Ce ne sont que des sensations qui s'en dégagent, pas des phrases. Je suis tout au bord de ce tunnel et je vois la corde. Cette corde qui le traverse de part en part. Comme une longue rampe qui s'enfonce vers la brume. Je tiens l'extrémité de cette corde pour ne pas me laisser entraîner. J'ai le choix, je ne suis pas forcée. Je sens que c'est dur physiquement de la tenir et si facile de se laisser aller. Lorsque je tiens la corde entre mes doigts, mes phalanges blanchissent tant j'y mets de ma force. Pourtant, j'ai mal. Tenir la corde signifie demeurer au bord du tunnel. Mais je me rapproche de mon corps, ce qui implique aussi de ressentir la douleur physique. J'ai mal partout, mais c'est parce que je tire sur la corde pour sortir du tunnel. Je me sens bien, mais je sais au fond de moi que je dois me méfier. Lorsque je tire moins sur la corde, je me sens aspirée vers le fond du tunnel, et là, je n'ai plus mal. C'est quand même tentant. D'un autre côté, je m'éloigne encore plus de mon corps. Alors je continue à rester sur mes gardes. Aujourd'hui, mes parents m'apportent une surprise lors de leur visite. Bonjour ma chérie. Bonjour papa. Bonjour maman. Ta copine Mélinda nous a prêté une cassette que tu écoutais le mois dernier avec elle. Je ne sais pas qui a eu la bonne idée de dire à mes parents que lorsqu'on est dans le coma, on entend tout, mais il a eu raison. Merci. D'ailleurs, tous ceux qui viennent me voir ne savent pas que les secrets et les paroles qu'ils me confient, je les enregistre. Plus tard, je leur dirai « Tu te rappelles quand tu m'as dit ça ?» Maman installe une petite radiocassette qu'elle a rapportée de la maison, y insère la cassette et tout à coup, le son des guitares métalliques de Nirvana étouffe un peu le bruit des machines. La salle de réa paraît vivante. Le temps passe, je ne cherche plus à comprendre ni à voir plus clairement ce qui me dépasse. Je tire sur cette corde pendant des semaines. Je ne la lâche pas. Des semaines interminables pour les autres, mais qui ne me semblent que quelques jours. Les autres, ce sont mes parents, mes sœurs, quelques amis que je vois, que j'entends, à qui je parle, même si j'ai fini par comprendre l'inéluctable, ma voix n'a pas de répercussion. Ma voix n'a de répercussion que dans mon monde. Et je suis seule à m'entendre. De même, quand je les touche, ils ne me sentent pas. Je me vois en salle de réanimation avec toutes ces machines qui font du vacarme. Un bruit assourdissant qui me vrille les tympans. Je ne sais pas ce qu'est cette salle, ni ce qu'est ce tunnel. Je ne sais pas pourquoi je dois faire ce choix de tirer ou non sur la corde. Le médecin arrive, son visage est fermé, son regard pessimiste. Mes parents le suivent. Puis c'est au tour de ma petite sœur, qui comme tous les jours tombe dans les pommes à l'instant où elle m'aperçoit. Pour elle, c'est tellement dur de voir sa grande sœur, son idole, dans cet état, qu'elle réussit à se protéger de la réalité en tombant évanouie. Malheureusement, cette protection est éphémère. Mes parents la soutiennent dès que son pied franchit le seuil de la porte. Elle insiste pour venir tous les jours. Elle n'attend que ça d'ailleurs, mais ils savent. À travers ce brouillard blanc, j'ai de plus en plus de mal à entrevoir mon corps. Alors je crie « Papa, maman, je suis vivante, je vous entends, parlez-moi, je suis si seule ici. » Et ce même scénario continue des jours, des semaines. Je sais que si je lâche la corde, je lâche mon corps. En revanche, je ne sais pas que lorsque je suis dans ce tunnel, j'ai le choix entre la vie et la mort. Je comprends juste que c'est un autre monde où l'on se sent bien. Un monde où la douleur n'existe plus. Un monde avec un regard bienveillant sur les autres. Puis arrive le jour de la fête des pères. Le miracle se produit. Mon père, comme tous les jours, vient me voir et me dit « Aujourd'hui, c'est la fête des pères, ma chérie. Alors je sais que tu penses à moi. » Alors moi, comme cadeau, je décide de lui montrer que je ne suis pas morte, comme semblent toujours le croire les médecins. Et je tire fort sur la corde, si fort. J'ai mal, mais je vais tenir car il le faut. Et là, je lui serre les doigts. Dès cet instant,
Mes parents savent qu'un jour je reviendrai. Les jours passent, les visites de ma famille se multiplient. Mes parents restent quasiment 24 heures sur 24 avec moi. Puis un jour, mes efforts sont récompensés. Voilà, j'arrive enfin au bout de cette maudite corde. Je rentre enfin complètement dans mon corps. Aïe, aïe, aïe! Maintenant, je peux enlever ces tuyaux que j'ai dans le nez, la bouche, sous les bras et de la poitrine, et qui me gênent depuis si longtemps. J'ai beau en faire part aux infirmières depuis de nombreuses semaines, elles n'en tiennent jamais compte. Pourquoi ? Je ne fais pas la différence entre mon corps, en l'air, et celui qui est resté sur le lit. Tout à coup, des clignotants rouges s'allument de toutes parts. Bip, bip, bip. Appelez vite un médecin. Tout le service de réanimation est en ébullition. Appelez les parents, c'est un miracle. Elle se réveille, c'est un miracle. Maman ne reçoit pas ce coup de téléphone car elle est déjà en route pour l'hôpital avec ma petite sœur. Elle espère avoir des nouvelles différentes des autres jours, tout en sachant que le discours du médecin sera encore le même. En arrivant dans le couloir de l'hôpital, elle comprend que quelque chose d'anormal se produit. Elle voit tous les médecins courir en direction de mon box de réa. Pendant que ma mère est déjà au courant, le chef de service de la réa l'embrasse presque en lui disant « C'est du jamais vu. Qu'elle se soit réveillée seule alors qu'elle était presque morte, elle a un courage et une force extraordinaires pour avoir tout arraché, dans la gorge, dans le nez et les drains sous les bras, c'est un miracle. » Puis elle entre. Marie-Aurore la suit. Mes yeux sont grands ouverts mais je ne vois rien. Je reconnais la voix de ma mère, mais pas celle de ma petite sœur qui l'accompagne. D'une voix gutturale, je dis « C'est qui, elle ?